Bonjour mes chers cinquièmes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance qui va plus ou moins nous amener à la conclusion de cette séquence sur la science-fiction. Donc une séance numéro 5 qui va du coup nous faire découvrir un nouveau genre parmi le genre de la science-fiction, une sorte de sous-genre, et qui va nous amener tranquillement à la fin. La séance 6 ce sera un peu particulière puisque ce sera une séance plutôt sous forme de projet, vous verrez, qui sera du coup à faire pendant les vacances et sur lequel j'aimerais bien mettre une petite note à la rentrée. Je vous en reparlerai un peu plus tard, mais voilà un peu le principe que je voudrais qu'on adopte. Il y avait normalement une séance de langue à la fin de cette séance. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu compliquée à faire par écran interposé, cette séance sur le discours direct, notamment vu le peu de gens en fait, qui me renvoient des travaux, donc c'est toujours un peu dur de part de retour. Donc c'est une séance que je garderai plutôt de vive voix, qu'on fera quand on se retrouvera en classe un jour. Voilà. On la fera ensemble, une séance sur le discours direct, sur présenter un dialogue. C'est un peu compliqué à faire comme ça. Donc c'est pas grave, on la fera ultérieurement. Là, je vais me concentrer justement aujourd'hui sur le texte et sur les questions. Comme toujours, donc, il faut vous munir du diaporama et du texte qui sont disponibles soit sur Pronote, soit sur le Padlet. Et on peut démarrer, on prend le diaporama ensemble et on présente notre séance, séance 5, vers un monde meilleur. Il y a une petite question qu'on va se poser, puisque pour l'instant, les différents mondes qu'on a vus n'étaient pas forcément très optimistes. Rappelez-vous ce qu'on avait fait sur notamment Equilibrium et Fahrenheit 451. C'était des mondes futuristes où l'humanité n'était pas forcément au mieux de sa forme. On bannissait les émotions, on bannissait les livres. Donc c'était pas forcément un monde qui était idéal. Là, on va voir justement une autre société qui a tenté à son tour de faire un système idéal. Et on va voir si ça réussit ou pas et à quoi ressemble leur système. C'est parti. Les objectifs. Alors, il y en a deux. Donc, le premier, ça va être de découvrir le genre de ce qu'on appelle l'anticipation. Donc, c'est un sous-genre de la science-fiction. Donc, on a le genre de la science-fiction à l'intérieur. Il y a plusieurs genres différents. L'anticipation, c'en est un. On verra à quoi il correspond. Et ensuite, donc, exploiter des premières de couverture, c'est-à-dire être capable d'utiliser des premières de couverture pour faire des hypothèses, pour réfléchir à ce que peut raconter un livre. On est parti justement là-dessus tout de suite. Donc, grand 1, découvrons les couvertures. Alors, la consigne est la suivante. Donc, les couvertures, je vais les mettre juste après. Donc, il faut choisir une des couvertures, donc celle de ton choix, la décrire, expliquer pourquoi vous l'avez choisie, et d'après vous, quelle est l'histoire du livre. Donc ne trichez pas, n'allez pas lire le texte auparavant, vraiment restez sur des couvertures pour l'instant. Et voilà, essayez de répondre à ces questions. Donc je répète, d'écrire, expliquer pourquoi vous avez choisi cette image, et essayer de comprendre, de comprendre un peu l'histoire du livre par rapport à cette couverture. Donc je vous les affiche, je vous les mets juste là. Donc vous en avez, c'est le même livre à chaque fois, bien sûr, donc Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ce qui est intéressant, c'est donc qu'on a le même livre, mais trois couvertures très différentes. Donc une couverture qui représente des êtres un peu étranges, là, voilà, peut-être extraterrestres, qui sait. Une autre couverture, donc on voit une espèce d'enfant dans un tube. Alors il y a plusieurs tubes, il y en a plein. C'est assez intéressant. Et un autre, donc on a un bébé, pareil, dans une espèce de tube d'éprouvette, sur un fond de ciel, voilà. Donc vous choisissez celle que vous préférez parmi ces trois couvertures. Vous me la décrivez, donc vous me dites ce que vous voyez tout simplement sur l'image. Ensuite, vous m'expliquez pourquoi vous avez choisi celle-ci, pourquoi pas les deux autres, pourquoi celle-ci vous a intéressé plus que les autres. Et vous terminez donc par une dernière partie où vous me dites voilà l'histoire d'après vous du livre. Je ne propose pas de correction là-dessus, d'accord. Je laisse chacun vraiment le faire à sa sauce, à sa manière vraiment personnelle. Si jamais par contre, comme toujours, vous voulez me renvoyer ce que vous avez fait, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. J'apprécie beaucoup de recevoir vos travaux, ça permet qu'on garde un lien, mine de rien. Et je prends toujours un peu de temps pour vous corriger, vous donner des pistes, vous dire si la consigne n'est pas bonne. Voilà, donc n'hésitez pas, ça me fera très plaisir de recevoir vos travaux. Pas forcément juste quand c'est évalué, vraiment, montrez-moi tout ce que vous voulez me montrer, il n'y a pas de souci, c'est toujours avec plaisir que je vous lis. On continue, donc je vous laisse faire ça tranquillement. Donc, une fois que vous l'aurez fait, voilà, chacun aura choisi sa couverture, on l'aura expliqué, etc. Je passe directement sans transition donc au grand 2. Là, attention, accrochez vos ceintures, la Bokanovskification. Alors, pour comprendre ce titre un peu énigmatique, il va falloir lire donc le support qui est un extrait du texte dont on avait les couvertures juste avant, qui est donc le meilleur des mondes. Donc il faudra lire ce texte. L'extrait, je vous présente, donc il est ici. C'est un texte qui est assez long, mine de rien, donc voilà, essayez de le lire alors tranquillement, c'est pas évident.
lisez-le vraiment sans forcément chercher à tout comprendre, hein. C'est un texte qui est quand même assez dur, donc l'objectif n'est pas de comprendre tous les mots, hein. C'est un texte qui est volontairement compliqué. L'objectif principal, ça va être de comprendre à peu près ce qui se passe déjà. Et ensuite, vous aurez donc une petite série de questions. Je vais vous laisser un peu de temps pour y répondre, d'accord, hein. Je vais les expliquer et ensuite je vous donnerai le corriger. Voilà les questions. Alors, où se passe l'action? À quelle époque? Voilà, donc des consignes, des questions explicites, informations à avoir dans le texte, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être qu'on n'a pas la réponse, hein, on n'a pas forcément toujours une année, une époque ou un lieu pour nos histoires, hein, donc à vous de me dire. À la ligne 2, vous avez un terme qui apparaît qui est l'état mondial. On vous parle de l'état mondial. Alors selon vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être cet état mondial? Voilà. Alors là, c'est le plus dur. Qu'est-ce que la Bokanovskification et quel est son but? Alors vous allez voir, c'est un terme scientifique qui est utilisé par un des personnages dans le texte, hein. Il explique justement ce que c'est que ce procédé, cette Bokanovskification. Il nous explique à quoi elle sert aussi. Donc j'aimerais voir si vous êtes capable, en lisant cet extrait qui est quand même assez compliqué, de deviner par vous-même, voilà, et à l'aide du texte, ce que c'est que cette technique et à quoi elle sert, hein. Le personnage l'explique vraiment, hein, vraiment dans la moitié et la fin du texte. Il va vraiment prendre du temps pour expliquer à quoi ça sert et pourquoi ça a été créé. Et la 4, c'est une question encore une fois qui est personnelle, hein, pour laquelle il n'y aura pas forcément de correction. Penses-tu que ce soit une société idéale et pourquoi? Voilà. Est-ce que cette société donc, qui utilise cette bokanovskification qu'on verra plus tard est une société idéale ou est-ce qu'au contraire c'est une société voilà, qui n'est pas du tout souhaitable d'imiter? Je vous laisse faire ces questions tranquillement et on se retrouve tout de suite pour le corriger. Bien, j'espère que vous n'êtes pas trop arraché les cheveux en lisant ce texte, hein, qui est, je le sais, compliqué, hein, c'est volontaire, mais vous avez réussi à voilà, comprendre la majorité de l'action et à savoir ce qui se passe. En gros, pour résumer le texte, donc on suit en fait un personnage dans un bâtiment dont on va parler tout de suite, hein, qui est un centre d'incubation, c'est un terme assez étrange, et qui explique à d'autres personnages donc cette bokanovskification. On comprend qu'il y a des étudiants en fait qui viennent écouter, hein, et donc il leur explique ce procédé scientifique, hein, qui a révolutionné leur monde. Alors justement, je vais commencer par la question numéro 1, donc le corrigé s'affiche, hein. L'action se passe à Londres, dans un bâtiment qui s'appelle le Centre d'incubation et de conditionnement de Londres Central. Donc vu que c'est le centre d'incubation de Londres Central, on comprend que ça se passe à Londres, hein, très logiquement. Donc ça, on a des indications, on sait que ça se passe à Londres, et effectivement, on est dans ce bâtiment, hein, qui est un centre d'incubation, voilà, et de conditionnement. Alors incubation, bah, c'est comme la procréation, hein, c'est le fait de créer des gens, d'incuber des gens, voilà, de créer la vie. Et le conditionnement, c'est faire en sorte que les gens soient conditionnés à suivre certaines règles, certains comportements. Donc on va leur donner des comportements spécifiques. Voilà, donc c'est assez étrange, là ça crée beaucoup de mystères. Par contre, alors là c'est intéressant, on n'a pas d'indication précise sur l'époque à laquelle ça se passe, hein. Alors, il y a quand même des éléments qui montrent qu'on n'est pas au Moyen-Âge, qu'on n'est pas à la préhistoire, qu'on n'est pas dans l'Antiquité, hein. Il y a le vocabulaire scientifique, il y a l'univers avec ses bâtiments, les gens en blouse, les machines, etc., les usines dont on parle. Donc ça peut être plutôt un univers contemporain de notre époque, hein. C'est un texte qui pourrait se passer là en 2020 sans problème, hein. Voilà, donc on n'a pas d'indication précise, mais on comprend que c'est un univers contemporain. C'est un univers qui est plus ou moins situé à notre époque, à nous, moderne. 2. Alors, l'état mondial. Alors, là, c'est un terme qui n'est pas expliqué, hein. On vous lance ça comme ça dans le texte, en vous laissant vous débrouiller avec, c'est à vous de réfléchir un peu. L'état mondial, alors l'hypothèse qu'on peut faire, hein, c'est une hypothèse, c'est que a priori ça pourrait être le seul pays qui comprend maintenant tous les autres. C'est-à-dire que l'État, bah, c'est le pays, hein. Donc l'État mondial, sans doute que maintenant il y a un seul pays, hein. Voilà, donc c'est pris dans un État mondial. Voilà, il y a un seul pays, le pays monde, hein. Le monde c'est un pays, et tous les pays maintenant sont dedans. Donc le monde, a priori, semble gouverné par ce gouvernement unique. Donc il y aurait un gouvernement unique, un État mondial qui gouvernerait la planète entière. C'est ce qu'on peut imaginer, hein. On n'a pas la réponse ici à ce stade-là du texte, mais c'est plus ou moins ce qu'on imagine avec ce terme État mondial, pays mondial. Voilà. 3. Et là on attaque le cœur du texte qui était compliqué. La bokanovskification, qu'est-ce que c'est? Alors, on comprend dans le texte, dans la deuxième partie, donc, que c'est une technique scientifique qui permet de créer des humains, avec un procédé qui ressemble un peu à du clonage. Donc on vous explique, on parle des œufs, on parle des embryons, donc il y a beaucoup de vocabulaire scientifique qui est lié à la création, à la procréation, à la naissance des enfants. Donc ce qu'on comprend en fait, c'est qu'il y a des œufs dans ces laboratoires, des embryons, hein, qu'on va créer artificiellement, et donc on va créer des humains. Donc c'est une technique scientifique qui permet à la société d'avoir de la stabilité, puisqu'on vous dit qu'on crée des individus dociles et uniformes. On vous explique qu'en fait on fait sortir les gens, donc on les crée par paquet de 96,
personnes. Et le personnage qui vous explique ça est très content parce qu'il vous dit qu'en fait, ces gens, du coup, vu qu'après ils vont être conditionnés, c'est-à-dire qu'il y a tout un passage du texte où on voit justement ça, hein. Une fois qu'ils sont nés, on va leur apprendre à penser comme il faut, comme la société veut qu'on pense, on va leur apprendre à respecter les règles, etc., à penser toujours de la même manière. Et du coup, ça fait qu'on va avoir des gens, on va créer des citoyens qui vont être, pour le régime, en tout cas pour le gouvernement, parfaits. On peut les créer à volonté, on peut en créer autant qu'on veut selon les besoins. On peut en créer, on peut faire en sorte qu'ils soient respectueux des lois, des règles, qu'ils ne pensent pas autrement que ce qu'on a décidé. Donc pour eux, en tout cas, c'est parfait. En plus, donc on comprend à la fin, il en parle, hein, il dit qu'on va créer 96 personnes et qu'en plus, on peut les mettre au travail dans 96 machines dans des usines. Donc il dit on peut mettre une usine complète au travail avec un package, un pack comme ça d'humains. Donc ils vont servir aussi de main-d'œuvre, hein, pour travailler. Donc c'est une société en fait où on crée des humains artificiellement, on va les conditionner, voilà, un peu comme des animaux qu'on dresserait, hein, et ensuite on va les mettre au travail. Alors le texte c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Il y a différents niveaux en fait, hein, dans ces espèces de clones, hein. Ils vont pas tous avoir le même statut, hein. Certains vont être vraiment au bas de l'échelle, d'autres vont être supérieurs aux autres. Et justement avec le conditionnement, on va faire en sorte qu'ils aient des rivalités entre eux, hein. Que ceux qui sont plus hauts méprisent ceux qui sont en bas, hein, qui les détestent. Voilà, ça va assez loin dans le texte, hein. C'est un texte qui est assez dur. Donc en tout cas, voilà, cette bokanovskification, donc c'est un procédé de clonage en fait qui permet à la société de créer des humains de manière artificielle. Le 4, alors la réponse est personnelle, hein, donc je ne vais pas vous donner une réponse toute faite, toute prête. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori quand même, non, c'est pas une société qui est là idéale pour plusieurs raisons, hein. Par exemple, le fait qu'on ne puisse pas jouer comme ça au savant fou à créer des êtres humains. Un être humain, c'est pas quelque chose qu'on peut faire pousser comme une plante, hein, donc c'est un peu, ou en tout cas pas à cette échelle-là, c'est-à-dire en créant des gens uniquement dans un but, hein, c'est pas comme si c'était pas comme si on faisait ce qu'on appellerait maintenant la procréation in vitro ou autre, hein, c'est-à-dire qu'on va aider les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants à en avoir par la science. Là, c'est différent, c'est-à-dire qu'on va créer des gens, mais non pas pour qu'ils aient des parents, pour qu'ils aient une famille, pour permettre à des gens d'avoir des enfants. On les crée pour les mettre au travail, remplir des usines et faire en sorte qu'ils soient dociles et bien dressés. Donc c'est quand même très différent. Donc là, c'est plutôt négatif quand même. C'est une société où a priori aussi, tous les gens vont avoir la même pensée, vont être tous identiques, vu qu'ils vont tous être conditionnés, dressés pour penser de la même manière. Donc c'est une société quand même qui doit être assez triste et assez dure à vivre, hein. Donc, est-ce que c'est une société idéale? Bon, a priori non quand même, hein, mais bon, si certains ont trouvé d'autres réponses ou ont développé autrement, ça peut marcher quand même. Bien, donc on termine avec ce texte, alors qu'on aurait dû voir plus en détail en classe, on aurait dû travailler dessus de différentes manières, en groupe, etc. Là, malheureusement, les circonstances actuelles font qu'on doit travailler un peu différemment et accélérer un peu. Alors, grand 3 maintenant. Donc, le texte qu'on vient de lire est aussi Equilibrium, hein, tout comme Fahrenheit 451. Tous ces textes, en fait, et ces œuvres rentrent dans un sous-genre de la science-fiction qu'on appelle l'anticipation. Voici la définition. Donc l'anticipation, c'est un genre qui est souvent lié à la science-fiction. Alors je dis que c'est un sous-genre, c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps quand même, on le met dans la famille des textes de science-fiction. La différence, c'est qu'il s'agit de décrire un futur plus ou moins proche, hein, qui est inspiré de la réalité. C'est-à-dire que c'est souvent des futurs qui vont ressembler quand même pas mal à notre monde, à notre époque, hein, ou au monde dans lequel ils ont été écrits. Ici, dans Equilibrium par exemple, il n'y a pas de vaisseaux spatiaux, il n'y a pas de bataille dans l'espace, il n'y a pas d'extraterrestres. Alors la Terre donc, est un peu différente, hein, ça se passe après la Troisième Guerre mondiale, mais c'est un univers quand même assez réaliste. Dans Fahrenheit 451, c'est pareil, c'est l'histoire de cet homme, ce pompier incendiaire, hein, qui va brûler des livres. Donc pareil, on n'est pas dans un monde de science-fiction avec des extraterrestres, des batailles spatiales, etc. On reste vraiment dans un univers qui pourra arriver, ça pourra arriver demain, hein, que d'un coup les gens se mettent à décréter que les livres sont mauvais et qu'on va décider de les brûler, hein. Là, ici, c'est pareil, c'est un monde alors qui est quand même différent, il y a l'état mondial, il y a des petites différences, mais au final, pareil, c'est pas une histoire de science-fiction dans l'espace ou autre, hein. C'est vraiment quelque chose de réaliste, dans un futur qui ressemble un peu à notre époque, hein, et avec cette technique justement scientifique, hein, qui a révolutionné le monde, hein, et pas forcément d'une bonne manière. Donc l'anticipation, c'est un peu ça la clé. Il faut que ça nous fasse penser à des problèmes de notre époque, hein, tout simplement. Il faut que ce soit proche de nous. Des œuvres comme Star Trek, Star Wars, etc., elles vont nous faire réfléchir à des choses actuelles, hein. Rappelez-vous, on avait fait En Sentinelle, ça parlait de la guerre. La guerre, c'est un problème qu'on a encore, hein. Donc ça nous fait réfléchir à tout ça. Donc la science-fiction, bien sûr, reste pas forcément sur un côté superficiel, on se bat dans les étoiles, les extraterrestres, etc. Ça fait réfléchir.
L'anticipation, c'est quand même censé nous ramener beaucoup plus à notre monde, hein. C'est des textes qui sont très réalistes, qui se rapprochent vraiment de notre société, et du coup, voilà, ça nous fait réfléchir vraiment à la manière dont on évolue. On peut penser aussi à un film, hein, que je vous conseille, qui est Minority Report, hein, qui est un film intéressant, puisque c'est adapté d'une œuvre de science-fiction. Et dans ce film, alors j'en ai déjà parlé à certains qui étaient là, c'est un film dans lequel, en fait, dans le futur, on a trouvé un moyen pour empêcher les crimes avant qu'ils se produisent. Voilà, donc il y a une machine avec des gens qui ont des pouvoirs spéciaux, qui leur permettent de voir le futur, un proche. Et du coup, il y a toute une section de la police qui est dédiée à ça. Donc, ils reçoivent en fait des images, hein, des crimes qui vont se produire. Ils doivent deviner où ça va se produire, quand ça va se produire, et l'arrêter avant. Voilà, donc ça c'est pareil, il n'y a pas de vaisseaux spatiaux, il n'y a rien, hein, ça se passe dans notre époque. Alors, c'est une époque moderne quand même, hein, il y a des voitures volantes, de mémoire, etc. Il y a plusieurs choses, mais ça reste quand même assez proche de notre réalité, hein, notamment au niveau des constructions et autres. Donc on peut y croire. Voilà. Donc l'anticipation, ça c'est la clé, un univers réaliste. Donc ça peut décrire, alors ça décrit souvent une société qui est utopique, j'en prends un mot qu'on a déjà utilisé, et parfaite, et ça peut aussi mettre en garde contre les excès de la science ou de l'être humain, hein. La bokanovskification, j'avais réussi à le dire sans faute jusque maintenant, c'est dommage. Justement, ça nous met en garde contre les dangers de la science, hein. Est-ce que la science n'ira pas trop loin à un moment? Où est la limite entre la science pour le bien de l'humanité et la science qui va justement un peu changer complètement les lois de la nature? Voilà, donc ça nous interroge sur toutes ces problématiques-là. Je vous renvoie maintenant, donc, pour finir cette séance, à ce qu'on avait fait dans la séance 1 ou 2 de mémoire. On avait fait une petite description, pardon, une petite définition personnelle de la science-fiction. Donc chacun avait écrit normalement dans son cahier ou son classeur sa description, sa vision de la science-fiction. On avait fait un petit tour de table, donc certains avaient pu donner leur définition, on les avait un peu comparés. Et je vous avais dit, voilà, vous avez votre définition à vous, là sans filet, c'est-à-dire avec juste vos connaissances, sans avoir vraiment trop étudié la question. Et j'avais dit qu'en fin de séquence, donc on reviendrait à une définition un peu plus organisée et qu'on puisse la comparer à la première. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc dans le bilan, hein, tout simplement, donc quelle définition peut-on maintenant donner de la science-fiction? Alors, ça reprend en fait beaucoup d'éléments que vous m'aviez donnés, hein, quand on en avait parlé en classe, hein, notamment sur le côté scientifique, le côté cinéma, jeux vidéo, vous m'avez beaucoup parlé de ça. Donc en fait, souvent vos définitions étaient bonnes, mais en partie. Il manquait des petits éléments par-ci par-là pour qu'elle soit complète. Donc voici la définition que je vous propose. Alors, il y a une petite erreur, je viens de voir, donc attention, hein, la science-fiction est un genre littéraire, hein, vous corrigerez par vous-même. Il a beaucoup inspiré le cinéma et les jeux vidéo. Effectivement, ça, vous m'en avez parlé. C'est incontournable, hein, quand on parle science-fiction. La plupart des gens ne vont pas vous parler de Fahrenheit 451, d'Equilibrium ou d'autres choses, hein. On parlera surtout de Star Wars, de Star Trek, etc., hein, de ces grandes sagas de science-fiction, parce qu'effectivement, c'est un genre qui se prête bien au cinéma, hein. C'est un genre très graphique, très visuel, qui fait la part belle aux effets spéciaux. Donc ça marche bien sur un écran, il y a un côté très visuel. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup inspiré le cinéma et les jeux vidéo. Mais à la base, voilà, on est vraiment dans le genre littéraire. Donc elle raconte des histoires de la science-fiction qui reposent sur les progrès scientifiques et techniques. Le plus souvent dans un futur plus ou moins lointain, hein. Ça peut être un futur proche, on avait vu, hein. Ça peut être donc comme dans Fahrenheit 451 ou dans Le meilleur des mondes, comme un futur très éloigné, hein, si on va dans Star Wars, Star Trek ou en Sentinelle, hein, qu'on avait vu en début de séquence, ou même dans Fondation, où on avait un univers complètement futuriste avec des vaisseaux spatiaux, etc. Donc voilà, ça peut être vraiment un univers proche de nous, un futur proche, ou un futur vraiment très lointain où l'humanité a colonisé des tonnes de planètes, hein. On a déjà travaillé là-dessus. Elle aborde de nombreux thèmes de la science-fiction, donc je l'avais déjà dit, hein, on avait travaillé déjà dessus. Il n'est pas question simplement de faire de belles batailles spatiales avec des vaisseaux qui se tirent des rayons laser, hein. C'est pas forcément l'intérêt premier, même si c'est toujours agréable à voir. C'est de nous faire réfléchir à des choses, voilà, qui peuvent nous toucher, nous aussi, à notre époque. Exemple, la guerre, on l'avait vu, l'évolution des villes, hein, comment seront les villes du futur, la place de l'art et de la culture. Est-ce que l'art et la culture auront toujours leur place dans le futur, les livres, les cinémas, les émotions, etc. Des réflexions sur l'évolution de l'humanité. Est-ce que l'homme va évoluer de la même manière? Est-ce qu'on va vouloir se cloner? Est-ce que l'homme, voilà, va évoluer de manière plutôt optimiste, de manière plutôt pessimiste? Et la robotisation, donc on n'aura pas trop vu dans la séquence, mais qui est pareil, une grosse partie de l'univers de la science-fiction. Et avec tout ça, donc on a fini notre séance. Donc c'est une séance qui est assez costaud, hein. Donc je récapitule, donc un texte, le meilleur des mondes, une étude des couvertures, une définition de l'anticipation et une définition de la science-fiction. Donc c'est une séance bien remplie. Je vous laisse prendre tout ça en note tranquillement, bien le digérer. En termes d'évaluation, alors j'aimerais bien donc vous donner dans les semaines qui viennent le petit projet de la séance 6, donc à faire
pendant les vacances. Donc je vous donnerai ça, je vais essayer en fin de semaine, hein. Je risque d'avoir un rythme de vidéo un peu plus lent. Je vais quand même essayer de m'y tenir, mais ça va être un peu plus compliqué pour moi au niveau personnel. On essaiera de faire ça. En termes donc sinon de travail, voilà, ça va être le projet de cette séance 6 qui va vous occuper pas mal. Bien apprendre les définitions de la séance 5, hein. Le jour où on pourra faire l'évaluation finale, forcément ça va retomber. Et voilà, ça vous est déjà bien occupé. Séance de langue, donc il y en aura une en séance 6. Celle de la séance 5, j'ai déjà dit, je la mets de côté pour l'instant, on la fera ensemble quand on se reverra. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, et c'est déjà pas mal. Je vous souhaite du coup une bonne journée, je vous souhaite aussi une bonne fin de semaine, hein, pour ceux qui verront cette vidéo dès maintenant, et je vous dis à bientôt. Au revoir.